qui m'a émerveillée, en fait, ce que je trouve vraiment impressionnant dans cette méthode, c'est le fait que ce soit aussi doux et c'est le fait que le corps humain soit beaucoup plus sensible que ce qu'on ne le pense. Bonjour chers auditeurs de Nexus et bienvenue sur notre chaîne. Je vous rappelle avant de commencer l'entretien qui va suivre que le magazine Nexus est un magazine d'information libre et indépendante et que sans vous lecteurs, sans vos abonnements, sans vos achats en kiosque, nous ne pourrions vous proposer du contenu vidéo au quotidien comme nous le faisons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Colline Laprade. Bonjour et bienvenue. Bonjour Estelle. Colline, tu es thérapeute manuelle en soins ostéopathiques. Alors ça, c'est une activité pour le moins intrigante. Oui. Quand tu te présentes comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'ostéopathie? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que c'est, Colline? Alors en fait, je pratique la méthode de Maurice Raymond Poyet, qui est une méthode qui a été créée par un kinésithérapeute ostéopathe acupuncteur qui s'appelle Maurice Raymond Poyet donc. Et c'est une méthode qui est enseignée dans plusieurs écoles. Ce sont donc des soins ostéopathiques avec des entrelacements avec la médecine chinoise. Donc c'est vraiment complet, ça prend le corps dans sa globalité et c'est des soins tout doux, tout doux. Ça veut dire que c'est vraiment, de ce que l'on m'a rapporté, Maurice Poyet disait qu'il fallait être aussi léger que le battement des ailes d'un papillon sur le corps de la personne sur laquelle on pratique le soin. Donc voilà, c'est vraiment tout doux et en plus avec un soupçon de médecine chinoise et de lien avec l'acupuncture. Alors pour avoir expérimenté une séance avec Colline, je confirme, c'est doux, mais c'est intense à la fois. Parce que même si tu appuies très doucement, voire même tu effleures, on sent énergétiquement qu'il se passe quelque chose dans le corps. En tout cas, moi, je l'ai vraiment senti. Mais avant d'entrer dans le vif de cette pratique, j'aimerais bien savoir comment tu en es venue à pratiquer justement cette méthode. Est-ce qu'à la base, tu étais dans le médical, dans le soin ou pas du tout? Pas du tout. Alors en fait, j'avais déjà une petite base. En fait, dans ma famille, tout le monde est médecin. Donc la médecine, déjà le corps humain, j'en avais beaucoup, beaucoup entendu parler. Puis même quand on était petit, les questions sur le corps humain, je crois que ça a été des sujets de conversation avec mes parents qui ont été assez visités en long, en large et en travers. Et puis par la suite, la médecine m'a pas du tout attirée. Et puis les retours de mon papa, c'était oui, soigner les gens c'est bien, mais le chaos administratif était quelque chose qui était très pesant et j'en ai beaucoup entendu parler. Je me suis dit non, c'est pas pour moi. Finalement, j'ai fait des études en commerce international et j'ai commencé à travailler dans l'aviation. L'aviation. Voilà, donc rien à voir du tout avec la méthode Poyet ou les soins ostéopathiques, rien du tout. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'aviation, donc en France et au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, j'ai eu cette lueur un jour de me dire, quand même au boulot, on est quand même vraiment surmené, on est quand même poussé à des extrêmes au niveau travail, au niveau endurance. Et je me suis dit, mais ça serait peut-être bien d'avoir des soins qui soient intéressants et je sais pas, j'avais envie de ces soins-là. En parallèle, je m'étais fait suivre pendant 10 ans avec un thérapeute manuel en méthode Poyet. J'avais des maux de dos récurrents et une fois que je suis allée le voir, j'ai plus eu ces maux de dos, mais plus du tout. Et donc j'ai fait le parallèle avec ce suivi et mon environnement de travail et ça m'a donné envie de me former à la méthode Poyet. Et quand tu dis que tu as été suivie pendant 10 ans, donc c'est-à-dire que tu le faisais en prévention, comme ça, tu faisais ça une fois par an régulièrement, tu faisais comment? Et ben au début, j'avais des maux de dos, donc je suis allée voir ce thérapeute manuel qui, tout de suite, au bout d'une séance, j'ai vu des résultats et je me suis dit ah j'ai plus mal au dos. Ben c'est et j'y allais à chaque fois que je me sentais fatiguée ou que je me sentais. Alors on peut attendre plus ou moins longtemps, mais c'est vrai que si on n'attend pas trop longtemps, on sent quand même que ben du coup c'est quand même plus bénéfique d'y aller le plus tôt possible que d'attendre d'être vraiment pas bien, tout tendu et parce qu'après finalement, comme maintenant je suis de l'autre côté de la table, je me rends compte qu'effectivement le travail est plus facile quand on fait un travail d'entretien que quand on fait vraiment un travail qui est un peu plus lourd sur quelqu'un qui a beaucoup attendu en fait. D'accord, donc là, en une séance, ça te règle tes maux de dos Oui, et ensuite tu y vas pour t'entretenir pendant 10 ans c'est ça. quand tu as un petit coup de mou, C'est ça. Que une ce soit tension. émotionnel, physique ou c'est comme c'est vraiment une prise en charge globale. Mmh.
Et beh, même si émotionnellement, bon, on a tous dans la vie des chagrins de cœur, des chagrins d'amitié, des et voilà et c'est aussi, je trouve quelque chose qui fonctionne vraiment bien sur ces mots-là, puisque ça allie les 2, hein, le corps, parle, aussi, des mots émotionnels que l'on a donc oui. Alors, quand une personne arrive, donc juste avec tes doigts, en ressentant, tu arrives à cerner si elle a des problèmes émotionnels, par exemple? Des Heu problèmes, Oui, en fait, donc la méthode Poyer, ça marche, avec, donc le crâne est vraiment le détecteur de, tous les maux. Donc on détecte au crâne, on corrige au sacrum, et aux pieds. Il y a des correspondances, en fait, entre, crâne, sacrum et pieds et on peut voir, il y a des correspondances avec des maux émotionnels, oui, qui peuvent être des chutes ou des coups émotionnels aussi. On arrive à le voir aussi, oui, sur le crâne de la personne, oui, c'est possible. ah oui, et comment ça tu le ressens? Ça fait un picotement? Ça Alors en fait, il y a vraiment c'est des protocoles en fait. Donc quand je mets ma main en fait, par exemple sur, l'occiput, donc juste derrière la tête de la personne et sur le frontal par exemple, je peux avoir des dissociations vers le haut, vers le bas, sur le côté, qui m'indiquent, que la personne a eu des chocs physiques ou émotionnels, qui font qu'on peut appliquer des corrections là-dessus en fait. et donc en touchant le crâne, tu Mmh. arrives aussi à voir, s'il y a quelque chose de physiquement, bancal dans le Oui. corps? Alors on va prendre les choses autrement. Au moment où tu touches le crâne de la personne, Mmh. qu'est-ce que tu peux détecter exactement? Qu'est-ce que je peux détecter? Alors après, donc c'est, d'après ce que disait Maurice Poyer, le crâne, c'est vraiment l'ordinateur de bord qui va nous dire dans quel état se trouve le sacrum. Donc c'est-à-dire que le sacrum peut être dans différentes positions, créer des tensions parce que finalement, c'est des micros déplacements. C'est-à-dire qu'on les voit pas vraiment à l'œil nu, mais en les sentant, au doigt quand on va, directement sur le sacrum, on peut sentir que le sacrum va être plus enfoncé d'un côté ou décalé et ça, il y a aussi des choses qui vont nous le dire au crâne, des indicateurs qui vont se trouver sur différentes parties du crâne et là, on va se dire: «Ah tiens, on a tel écart ou on repère telle chose qui se passe pas bien» Mmh. et du coup, au sacrum, on va pouvoir aller corriger tout ça. Et pareil au niveau des pieds? Et au niveau des pieds aussi, ouais, il y a des correspondances, ouais, qui font que, quand on regarde certaines choses au niveau du crâne, aux pieds, on va retrouver, des lésions communes, en fait, une correspondance. C'est-à-dire que quand on sent quelque chose au crâne, on va le retrouver aux pieds et on peut le travailler dessus aux pieds, comme on travaille dessus au sacrum aussi. Une fois, j'avais lu un livre, écrit par un ostéopathe. J'ai du mal à me souvenir du titre. Je crois qu'il avait appelé ça «l'énergie au bout des doigts». Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de la rectification, physique, tu envoies aussi de l'énergie ou tu travailles vraiment avec l'énergie? Ben, en fait, on émet nous-mêmes de l'énergie. Donc, quand on fait un soin, on va forcément interagir avec la personne. Le contact fait que déjà, on a cette énergie, en fait, qui est là. C'est un peu comme, 2 bulles qui se collent et elles vont se coller d'une façon ou d'une autre pour qu'on puisse voir certaines lésions ou non. C'est-à-dire qu'on peut être 2 praticiens différents à travailler sur la même personne, on verra pas forcément la même chose parce que justement les bulles ne vont pas s'imbriquer de la même façon. Donc Vous allez pas forcément voir la même chose, mais ça va peut-être se compléter ce que vous voyez. c'est ça, c'est possible aussi, oui. C'est vrai que après je pense que c'est comme les gens, des fois on s'entend plus avec quelqu'un, on s'entend moins avec quelqu'un d'autre et je pense notre corps va plus loin que juste le corps, physique. Il y a, comme on émet de l'énergie, forcément, on émet aussi, des signaux en fait qui font que, quand on dit à quelqu'un: «Bah, je peux pas le sentir celui-là», même si on l'a pas, enfin voilà, Mmh. c'est vraiment, il y a des choses qui font on se sent plus à l'aise avec une personne qu'une autre et en soins, c'est la même chose, les bulles vont pas se coller pareil le corps va pas forcément montrer la même chose à l'un ou à l'autre. Ça c'est Et est-ce qu'il t'arrive, parce qu'il me semble que cet ostéopathe dans son livre, il expliquait ça, qu'au bout d'un moment, parfois même, il bougeait vraiment à peine ses doigts et il avait des phrases qui lui venaient.
Est-ce que ça peut t'arriver, par exemple, si tu travailles au moment où tu travailles sur les organes digestifs de la Mmh. personne, bon, un lieu fortement, émotionnel, hein, Oui. tu peux avoir des phrases, des images qui te viennent, par rapport à la personne? Alors après, ça c'est, en dehors de la méthode Poyer, mais effectivement, il y a une méthode qui a été développée par la suite, après la méthode Poyer, que je pratique pas encore, mais que je suis fortement intéressée pour pratiquer, qui est justement tout ce qui est mémoire transgénérationnelle et émotionnelle de la personne qui se lit sur les organes. Et là, il y a des émotions qui s'en dégagent, et oui, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien étudier par la suite parce que ça complète encore plus Ouais. le soin en méthode Poyer, tel que je l'ai appris, dans mon école. Et comment ça s'appelle ce prolongement de la méthode Poyer? Ça s'appelle la somatopathie. La somatopathie. Ah, C'est ça. intéressant. S'il y a un somatothérapeute qui nous écoute et qui aura envie, d'avoir la parole chez Nexus, n'hésitez pas à nous contacter, journaliste au singulier, tout en minuscule, @nexus.fr. Alors c'était qui ce monsieur Poyer? Alors moi, je l'ai pas connu personnellement, donc je vais pas m'avancer trop sur sa vie, mais de ce que j'en sais, donc il était kinésithérapeute, ostéopathe et acupuncteur. Il a créé cette méthode Poyer qui est incroyable parce qu'en fait, donc au départ, on travaillait sur le crâne et le sacrum, donc qui était une ostéopathie ce qu'on appelle crânio-sacré, donc avec le crâne et le sacrum. Et un jour, il a enseigné les chaînes en fait, ce qu'on appelle les chaînes, ou ce qu'ils appelaient aussi les merveilleux vaisseaux en acupuncture, qui sont en fait en médecine chinoise, il y a plein de méridiens qui passent dans tout le corps. Et en fait, sur ce modèle-là, il y a des détections de chaînes au crâne qui, une fois qu'on travaille sur le sacrum, viennent impacter des os et des organes. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'aller voir les organes individuellement parlant, ni les os. Chaque chaîne qui se trouve sur différentes parties du corps va corriger des os et des viscères. Et quand je parle de correction, je parle de mouvement respiratoire primaire, c'est vrai que ça je ne l'ai pas dit au début, qui est un mouvement qui a été découvert par Sutherland il y a 150 ans aux États-Unis, qui est un mouvement d'inspire-expire des os et des viscères. Alors en optimal, c'est 14 mouvements par minute pour les os, 7 mouvements par minute pour les organes. Et donc c'est sur ce mouvement-là qu'on travaille en méthode Poyer. Donc inspire, expire, donc chaque os a son propre mouvement, chaque viscère a aussi ses mouvements sur différents axes et c'est ce qui fait que plus ce mouvement est ample, plus la personne va se sentir bien, plus le sang, la lymphe, tout le corps va mieux fonctionner grâce à ces mouvements qui sont pareils dans tout le corps. On ne sait pas d'où ça vient, mais on sait qu'ils existent et c'est ce qu'on nous apprend à détecter dès qu'on commence à travailler sur la méthode Poyer. Donc toi, tu connais, le mouvement respiratoire, de chaque organe qu'il doit avoir, c'est ça? C'est ça, Ah oui, donc et quand tu mets tes doigts, tu arrives à le sentir? c'est ça. Ah, c'est fou ça! Ça, c'est par contre, alors ça paraît fou, mais en fait, donc je suis allée dans une école où j'ai appris à sentir tout ça, donc les premiers temps, on sent rien du tout. On se dit: «Mince, je vais jamais y arriver, comme je ne sens rien, comment ça se fait que mes professeurs sentent aussi bien?» Et je pense que c'est un entraînement qui fait qu'on s'entraîne à écouter ce mouvement-là et c'est ce qui fait qu'après on devient de plus en plus fin dans l'écoute de ce mouvement et plus on pratique. C'est un peu comme tout, comme un sport, comme, plus on pratique, le plus on détecte facilement ces mouvements. Et c'est une formation de combien d'années? C'est 4 ans. J'ai une formation de 4 ans, 7 séminaires par an D'accord. et on pratique aussi, à côté en fait. Enfin, on pratique aussi de nous-mêmes, donc on a des cours d'anatomie, on a des cours de pratique, et puis, beh, petit à petit, on tire le fil, hein, c'est un parcours, assez, mmh, je dirais, on travaille sur soi-même aussi. Quand on fait du soin, on apprend beaucoup de soi-même, c'est une mini thérapie pour soi aussi. Mmh. Pour être justement, à l'aise en soins avec soi-même et avec les autres. C'est vraiment très enrichissant, en plus de Donc d'apprendre la méthode. 4 ans, mais c'est quoi? C'est une école privée? Il y en a qu'une ou il y en a plusieurs? Comment ça se passe? Il y en a plusieurs. Alors moi, je suis allée à l'école de Paris, l'Institut de thérapie informationnelle, qui forme en 4 ans. Alors après, il y a d'autres écoles. Je sais qu'il y a des écoles, du côté de la Bretagne, il y en a dans le sud du côté de Montpellier. Il me semble qu'il y en a une, aussi dans le sud-est. C'est des écoles qui forment à la méthode Poyer. Chaque école forme avec on va dire des options différentes, parce que c'est vrai qu'il y a des options un peu différentes dans la méthode Poyer, mais en général, la méthode Poyer reste la même, avec la somatopathie aussi. Enfin, il y a voilà, tout est, chaque directeur d'école a décidé d'organiser son programme comme il le souhaite, mais c'est vrai que
C'est de là où j'ai appris, tout ce que je sais maintenant et c'est très, très enrichissant. Donc là, ça se fait pas en distanciel, ce genre de formation? Non, 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 c'est en présentiel, on y Ah va oui, et donc on a des cours forcément. et aussi on pratique, les uns sur les autres. Et puis après on nous encourage à pratiquer, sur notre cercle familial, d'amis, et puis après, beh, ça s'agrandit, puis on finit par pratiquer. Mais en fait, même au-delà de l'école, on apprend encore tous les jours, c'est pas quelque chose qui est figé. Le corps humain est tellement on connaît pas tous ses secrets, je crois. Donc on apprend, tous les jours avec chaque personne qu'on voit chaque jour en soins, oui. Et là, par exemple, dernièrement, qu'est-ce que tu as appris, qui t'a interloqué, qui t'a émerveillé? Ce qui m'a émerveillée, en fait, ce que je trouve vraiment impressionnant dans cette méthode, c'est le fait que ce soit aussi doux et c'est le fait que le corps humain soit beaucoup plus sensible que ce qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de discussions aussi avec la personne avec qui on est en soins et quand on discute ensemble, je me rends compte que le corps est très sensible. Il y a plein de gens qui me disent: «Ah, j'ai eu ce choc émotionnel-là» et je le retrouve au crâne et je me dis: «Oh, ça avait pas l'air d'être un choc si fort dans les faits, mais la personne l'a ressenti tellement fort que du coup, je le ressens dans la détection de mon ordinateur de bord au crâne Mmh. et je me dis: «Le corps humain est tellement sensible», donc quand je vois, tout ce qui se passe actuellement, l'univers anxiogène et autres, je me dis: «Mais ça m'étonne pas en fait que les gens soient impactés autant» et des fois je vois des gens qui ont les mêmes impacts et je me dis: «C'est des impacts de groupe», ça veut dire qu'il y a un effet, un effet de l'environnement sur une population donnée. Alors toi, maintenant qui sais combien le corps humain est sensible, donc le tien l'est aussi évidemment, heu, qu'est-ce que tu as mis en place progressivement pour le préserver? Et est-ce que, par exemple, tu écoutes les infos tous les jours? Non, pas du tout. Alors ça, j'écoute pas du tout les infos tous les jours du coup. Mais par contre, j'essaie d'écouter beaucoup de renforcements positifs. Alors ça peut être sous des formes différentes. C'est-à-dire que, par exemple, avec mes enfants, j'essaie de faire beaucoup de on se complimente beaucoup. Ça veut dire que, on se dit, «Oh, j'aime beaucoup, quand tu fais ça, ça m'a fait plaisir, c'était très agréable. J'aime beaucoup quand tu m'as aidé», et puis il y a aussi les beaucoup de forcément, j'ai des enfants, donc je dis beaucoup «je t'aime» à mes enfants. Je me dis beaucoup que je les aime et qu'on est tous extraordinaires et qu'on a tous une partie de nous qui est extraordinaire et qu'il faut la trouver parce qu'on la voit pas forcément soi-même non plus. Mais après je l'écoute ça peut être sous forme de prière, si on a une spiritualité particulière, ça peut être sous forme, de petites écritures positives qu'on se fait à soi-même, qu'on colle sur son frigo ou voilà. Je pense que c'est, mettre du positif dans sa vie et d'en mettre aussi chez les autres, hein, d'échanger, et de voilà, c'est des petites graines qu'on plante et ça fait du bien, en fait, de semer ces petites graines et puis, au bout d'un moment, on en reçoit aussi. Ah ben, en tout cas, merci parce que moi, j'aime bien expérimenter, les choses avant d'en parler dans une interview et donc j'ai expérimenté, on va dire une séance, voire même 1 séance et demie, avec toi et c'est vrai que quand on ressort, on est bien, quoi. Là, je me souviens, j'avais la patate, Oui. envie de manger la vie à pleines dents. Ah, c'est génial. Non, mais c'est toujours, c'est vrai que je pense qu'on se rend pas compte nous-mêmes, quand on fait un soin, du bien-être qu'on peut apporter, en fait. Heu, je pense qu'on s'accorde vraiment à être très précis sur ce qu'on ressent et sur comment, on fait notre soin pendant toute la séance et c'est vrai qu'après, on se rend pas trop compte, en fait, mais ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est que on travaille beaucoup sur le crâne et les pieds et le fait d'avoir, un crâne où on a un mouvement respiratoire primaire le plus ample possible par rapport là où on part au début de séance, fait que, on se dit: «Ah ça y est, c'est satisfaisant» parce qu'on a ce MRP qui est très grand. On sent des mouvements un peu comme de balançoire, en fait, dans les mains, qui sont amples et on se dit: «Ah, ça y est, j'ai détecté ce qu'il fallait détecter, j'ai corrigé là où il fallait corriger et j'ai apporté ce que je devais apporter», Et tu vois chez les gens la différence entre sur le avant la séance et après? souvent sur le visage, ouais, puis même les ouvertures d'épaules, les gens sont plus détendus, ouais, ça apporte une détente, qui est vraiment agréable. Alors après, de ce que moi aussi, quand je me fais faire un soin en méthode Poirier, j'ai en général l'après-midi, je prévois rien du tout, je me repose Oui, et je profite. je confirme. Moi, il a fallu faire la sieste, hein. Ça a été clair et net.
Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ostéopathie ou on n'a pas le droit de dire ça en France? C'est quoi la différence entre donc thérapeute manuel en soins ostéopathiques et ostéopathe? Alors en fait, ça c'est une histoire de réglementation au départ. Donc si je me trompe pas, ceux qui sauront me reprendront, mais à partir de 2007, les soins ostéopathiques ont été réglementés. Réglementé? Ça veut dire qu'en gros, il fallait avoir fait une école pour pouvoir s'appeler ostéopathe. Et par contre, les personnes tous mes professeurs et les personnes que je connais qui font la méthode Poyet depuis avant cette date, si elles justifient par exemple de 5 ans de pratique, peuvent s'appeler ostéopathe. Mmh. Donc ça a été le moment un peu charnière et comme il n'y a pas qu'une seule ostéopathie, mais des ostéopathies, certains types d'ostéopathie ont été sélectionnés pour être enseignés dans des écoles et d'autres pas. Alors moi, je voulais vraiment faire la méthode Poyet. Je me suis dit: «Tant pis, le titre d'ostéopathe était pas important pour moi, donc moi, je voulais vraiment pratiquer la méthode Poyet». Donc j'ai été dans une école qui enseignait la méthode Poyet, mais je ne m'appelle pas ostéopathe, effectivement, je suis thérapeute manuel. Et quand tu auras 5 ans de pratique, mais c'est bientôt le cas, hein? Mais je peux plus du tout, en fait, parce que il y avait, tu sais, la date qui a réglementé, qui a dit: «À partir de cette date, vous avez pratiqué pendant 5 ans ou plus, vous pouvez, justifier d'un titre d'ostéopathe, mais à partir de cette année-là, Ah mais après il non? faut avoir fait exclusivement une école d'ostéopathie pour s'appeler ostéopathe». D'accord. Donc Ouh! ça, c'est plus administratif, enfin, je veux dire, il a fallu réglementer à un moment et il a fallu sélectionner les ostéopathies qui allaient s'enseigner dans les écoles d'ostéopathie. Donc oui, ouais, c'est un peu... Et au niveau de la formation, alors, il y a pas de prise en charge, il y a pas d'aide, pour être formé? Faut tout sortir de sa poche? Alors ça, moi j'étais à l'époque, j'habitais pas en France quand j'ai fait la formation, donc je me suis pas du tout, renseignée, là-dessus. Par contre, si vous voulez contacter l'Institut de thérapie informationnelle, je pense qu'ils auront, l'école où je me suis formée, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'informations sur le sujet parce que du coup, moi, je suis pas du tout au fait, Ouais, toi, là-dessus. tu as payé ta formation, C'est sans ça. aide, quoi. Ouais, Voilà. mais j'étais pas du tout, j'habitais pas en France à l'époque. Donc tu venais exprès en France Donc je venais en France pour me former, oui. pour te former, puis tu Oui, repartais, et puis je repartais, ouais. J'habitais au Moyen-Orient et je venais, je repartais, oui. D'accord. Donc Ah, tu étais vraiment, passionnée. Tu étais oui. maman déjà à l'époque ou pas encore? En fait, j'étais enceinte pendant toute ma formation. J'ai eu ma fille, enfin j'étais enceinte de ma fille, quand j'ai commencé et quand j'ai fini, j'étais enceinte de mon fils et j'ai eu mon fils. Donc Ah ouais, oui. c'est... Ah donc waouh! Donc vraiment ça t'animait de l'intérieur là, hein? Là, oui, et puis c'était concret aussi parce que finalement, on a aussi pu faire, des soins femmes enceintes et puis des soins bébés puisque du coup, on a pu s'exercer là-dessus avec mes 2 grossesses. C'est vrai que c'était assez marrant. Et au niveau de l'entourage, comment ça a été perçu ça? Est-ce que tu as envie d'en parler? Parce que avec ta famille, médecin, donc allopathique, classique, et on ne critique pas la médecine allopathique classique, hein, ça peut être, très complémentaire, je rêve de passerelles qui se créent d'ailleurs entre ce type de médecine et le genre de pratique que tu as, parce que les 2 pour moi, mais ça serait le pied. Mais j'aimerais beaucoup aussi parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, ensemble. J'ai eu beaucoup de clients qui venaient des Pays-Bas, qui m'ont dit que c'était évident chez eux, que tout était, mutualisé, beaucoup plus qu'ici. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, qui me plairait vraiment d'être en contact avec, d'autres ostéopathes, des kinésithérapeutes, des médecins, mais de toute spécialité, parce que je pense qu'on peut apporter de la complémentarité à leur pratique à eux. Et dans ma famille, c'est vrai que c'est bon, après moi mes parents, ils sont d'une autre génération où l'ostéopathie n'existait pas vraiment, c'était pas reconnu. Donc c'est vrai que il y a un peu des deux. Genre, avec mes parents, ça a été un peu: «Ah mais en fait tu fais quoi? Qu'est-ce que c'est? On sait pas trop. Est-ce que tu pourrais nous expliquer?» Ça a été un peu, ouais, il y a eu un fossé un peu qu'il a fallu combler un petit peu parce que c'est vrai que c'était nouveau. J'en ai parlé rapidement avec mon cousin qui est médecin sur Perpignan, qui m'a dit: «Ah mais t'es thérapeute manuel?» Je me suis dit: «Ah mais ça y est!» Il savait exactement dans comment j'ai exercé et ce que je faisais en fait finalement. Et c'est vrai que oui, je pense qu'il y a aussi un souci de générationnel parce qu'il y a des choses qui se faisaient pas du tout ou beaucoup moins à l'époque de mes parents, qui se font plus à l'époque de ma génération et celle de mes cousins. Et ils ont voulu expérimenter une séance avec toi ou pas? Ou ils ont pas encore franchi ce cap? Si, j'ai ma tante, ma maman, oui, oui, si quand même, D'accord. et on a fait des soins, en fait, quand on débute, il faut trouver, des cobayes.
Donc elles ont été les courageuses cobayes sur qui je me suis exercée au début. C'est vrai qu'au départ, il faut vraiment beaucoup s'exercer hein, pour pouvoir après vraiment s'exercer en cabinet. Ils en ont pensé quoi? Mais que ça détend en fait beaucoup, hein, la détente, le fait déjà de travailler sur le crâne et le sacrum qui sont vraiment la charpente du corps, ça détend beaucoup et puis ma maman a des soucis de vertige parfois. C'est vrai que le fait de détendre bien les détentes crâniennes et autres, c'est vrai que ça aide beaucoup sur ce point-là. Et est-ce que tu pratiques sur tes enfants? On peut pratiquer sur les enfants? Oui, bien sûr, ouais, ça c'est super parce que c'est de 0 à 100 ans et plus. C'est dès la naissance jusqu'à des âges très avancés, hein. J'ai d'ailleurs eu, il y a 15 jours, ma première centenaire. Elle a eu 100 ans la veille et puis j'ai fait un soin ouais, sur cette dame. Le lendemain de son anniversaire, elle m'a dit: «J'ai eu 100 ans». Je dis: «Ah beh, joyeux anniversaire». Donc ouais, c'était chouette. Alors oui, effectivement, après c'est vrai tellement doux, il y a pas de manipulation, il y a pas de et vraiment, c'est vraiment pour tout le monde. Donc ça, c'est ce que je trouve vraiment super. Ah oui, alors si vous aimez l'ostéopathie qui fait craquer les cervicales, les vertèbres et autres os, hein, la méthode Poirier, ce sera pas pour vous. Mais essayez quand même pour voir. Moi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'en effleurant comme ça peut avoir de l'effet? Je me dis quand même, il y a des moments vraiment, c'était à peine touché, quoi. Et ben, je peux dire que oui. Moi, je l'ai vraiment ressenti. Et d'ailleurs, moi, je veux plus qu'on me fasse craquer. J'ai toujours peur. Tu m'expliquais là, par rapport aux cervicales là. Oui. Il y a des cervicales. Il paraît qu'on peut rester handicapé. Alors c'est très rare. Mais pendant une manipulation, si on fait craquer, je sais plus C1 ou C2. Alors après, je sais pas, moi je pratique pas cette ostéopathie, Oui. enfin l'ostéopathie cracking. Ouais. J'ai pas été dans une école pour qu'on m'enseigne ça, donc j'ai pas le droit de pratiquer du cracking par exemple. Ouais. J'ai pas le droit de pratiquer ces méthodes-là, j'y suis pas du tout formée. Et en fait, moi, ce qui me déplaît, c'est que je trouve que c'est un peu de la force, et c'est quelque chose qui moi ne me correspond pas du tout. Et c'est un autre métier en fait. C'est vraiment une autre ostéopathie complètement différente. Donc, alors après, moi, oui, j'ai eu des récits de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit: «Ah oui, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a été craqué au niveau des cervicales et qui est resté handicapé». C'est oui, mais je pense que c'était avant la réglementation de l'ostéopathie, qui, je pense, peut-être a mené à cette réglementation. Je connais pas l'histoire de l'ostéopathie en France par cœur, mais c'est vrai qu'il y a eu des cas comme ça et je pense que la réglementation de l'ostéopathie et de la formation d'ostéopathes à ce niveau-là a vraiment dû, justement mettre de l'ordre sur ces pratiques qui étaient faites, sans cadre. Et donc le cadre ostéopathe vient justement réglementer ces pratiques-là qui doivent être pratiquées uniquement par des ostéopathes. Et effectivement, je ne suis pas ostéopathe et je ne pratique pas du tout ces méthodes-là. Oui, après, je comprends qu'il y en ait qui aiment ça et il y en a qui ont envie vraiment d'entendre le bruit, de sentir qu'il y a quelque chose. Il y a des personnes qui sont peut-être moins sensibles énergétiquement et qui ont plutôt envie de sentir que le corps bouge vraiment pour se dire que ça a de l'effet. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs méthodes qui existent, donc vous choisissez celle que vous préférez. C'est ça. Et puis il y a des ostéopathes qui pratiquent un peu de tout, je pense, hein. Oui. Il y en a qui enfin, après, il y a des contre-indications pour pratiquer le cracking, hein. Par exemple, sur des enfants, c'est pas possible, sur des personnes âgées non plus. Il faut que les personnes n'aient pas de soucis de santé. Enfin, je pense qu'il y a quand même de ce que j'ai fait comprendre en échangeant avec des collègues ostéopathes, il y a des règles bien précises pour pratiquer certaines manipulations. Et je pense qu'il y a d'autres manipulations qui sont faites, adaptées à chaque personne. Donc ça, c'est... J'avais une petite question encore. Donc toi qui étais dans l'aviation et qui gagnais très bien ta vie avant, aujourd'hui, il y a eu comme un changement de régime à ce niveau-là. Est-ce que tu regrettes néanmoins? Alors en fait, je pense qu'on a plusieurs vies. On est comme des chats, hein, on a plusieurs vies. On a le moment où j'avais pas mes enfants à l'époque, donc c'est vrai que je travaillais, j'avais des journées extensibles, j'avais personne qui m'attendait chez moi. Enfin, ça n'avait rien à voir avec après une vie où finalement j'ai eu plus envie de privilégier ma qualité de vie et puis aussi de faire autre chose. Je pense me rapprocher de... Je dis pas que ce que j'ai fait avant servait à rien en fait, mais je trouvais que c'était plus industriel, plus dans... Voilà, c'est des grosses structures où on voit pas nécessairement vraiment ce qu'on y apporte tellement c'est énorme.
Et là, quand on travaille dans le soin, on est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus proche de l'humain, beaucoup plus proche de la la réalité de la vie. On est dans le tous les jours, de monsieur et madame tout le monde, de la vraie vie qui est plus ou moins facile, qui est, avec ses moments merveilleux et ses moments aussi difficiles. Et je trouvais que ça me correspondait plus de revenir un peu plus à quelque chose de plus réel, on va dire. La base de la vie, je me suis rendu compte, c'était vraiment les relations humaines et ça me manquait vraiment d'avoir des relations plus terre à terre, en fait, Et plus profonde plus aussi. profondes, c'est ça. Mmh. C'est ça, c'est ça. Donc c'est un changement, oui. Après, bon, c'est vrai qu'après il faut lancer son activité, ça met du temps, mais je regrette pas d'avoir fait ce choix, à un moment de ma vie où finalement, il y a des bascules qui se font où c'est nécessaire et je pense qu'on a plusieurs vies, oui, surtout maintenant nos générations, on faisait un métier avant, on en fait un autre maintenant, on en fera peut-être encore un autre après, qui sait? Mais oui, je pense que oui, la vie nous mène sur des chemins différents et c'est ça qui est beau. En tout cas, tu fais ce que tu fais avec le cœur, ça se sent. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Quelque chose qui n'aurait pas été évoqué, qui te semble très important? Là, tout de suite, non, mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Estelle, pour cette interview et puis, plein de positifs, surtout à tout le monde. Je rappelle ces petits mémos, positifs qui font du bien. Je pense qu'on est tellement dans le dur, des fois, à courir partout qu'on prend pas le recul et ça fait du bien de prendre un peu de recul et de se donner un peu de positif à soi-même. Merci Colline. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cet entretien. Je vous rappelle, comme je l'ai fait au départ, parce que on insiste, mais c'est important pour nous, que sans vous lecteurs, sans vos abonnements, sans vos achats en kiosque, sans vos dons, eh bien nous ne pourrions pas faire vivre ce média sur le web, vous proposer des vidéos comme nous le faisons. Alors nous comptons sur vous et peut-être à très bientôt au Festival Nexus, s'il n'a pas encore eu lieu au moment où cette vidéo sortira. Et si cette vidéo sort après le festival, eh bien écoutez, j'espère que vous y êtes allés et que vous en gardez un très bon souvenir. Merci, à bientôt.